Un campement de fortune tout proche de la frontière burkinabé. Ils sont plus de 300 à vivre ici, à la lisière du village de Tougbo, en Côte d'Ivoire. Ils ont fui les violences djihadistes au Burkina Faso. Les attaques de ces derniers mois, particulièrement meurtrières, ont mené fin janvier au renversement du président Kaboré, accusé d'être inefficace dans la lutte contre le terrorisme. Ce qui nous a poussés à venir ici, ce sont ces gens qui sont venus chez nous, des gens qu'on ne connaît pas. Ils se déplacent tout le temps, on a peur. C'est pour ça que nous sommes venus la première fois. Après, certains sont retournés là-bas, dans notre village. On les a suivis. On a repris notre vie là-bas. Mais ils ont commencé à tuer les habitants. On a eu peur et on a fui à nouveau pour revenir ici. Plus de 6000 personnes ont ainsi quitté ces derniers mois le sud du Burkina et marché jusqu'en Côte d'Ivoire pour y trouver un refuge précaire. Mais au moins, ici, ils se sentent soulagés par la présence des forces ivoiriennes. La différence, c'est que chez nous, il n'y a pas de militaires. Alors que quand nous sommes arrivés ici, les militaires ivoiriens sont venus nous voir. Ils nous ont encouragés, ils nous ont rassurés. Ils nous disent qu'ils sont là et quelquefois, ils viennent nous faire des dons. Une grande partie des réfugiés peut aussi compter sur la solidarité des villageois, souvent des parents ou des proches, dans cette région où les mêmes familles habitent de part et d'autre de la frontière. Mais en partant, ils ont laissé tous leurs biens, toute leur récolte derrière eux, et les mois passant, il devient difficile de nourrir tout le monde. Nous avons trouvé une maison, mais le problème, c'est la nourriture. L'argent avec lequel nous sommes arrivés ici est épuisé. Je n'ai plus rien. Mais nous allons rester ici, parce que tant que la guerre n'est pas terminée, nous ne pouvons pas rentrer chez nous. Le gouvernement ivoirien et le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU organisent des distributions de vivres, mais ça ne suffit plus face au nombre d'arrivées sans cesse grandissant. Les violences djihadistes qui secouent le Burkina Faso depuis 2015 ont déjà fait plus de 2000 morts et contraint au moins 1,5 million de personnes à fuir le pays. Jean habite à Kicheke, un village à une dizaine de kilomètres de Goma. De chez lui, on peut voir le Nyiragongo, ce volcan qui constitue une menace permanente pour cet agriculteur. Depuis son éruption en mai dernier, Jean ramasse tous les jours des cendres volcaniques qui parsèment son champ de pommes de terre. Les cendres du volcan Nyiragongo tombent régulièrement et mon petit champ est victime de la catastrophe. Regardez, ma plantation est détruite et je ne sais pas si je vais récolter grand-chose. J'ai investi dans ce champ pour subvenir aux besoins de ma famille, mais à cause de l'éruption du volcan, je n'aurai rien et je n'ai reçu aucune aide. Champ ravagé, inquiétude d'une nouvelle éruption. Il faut aussi vivre avec la cendre qui s'insinue partout, même dans les réservoirs pour l'eau potable. Et depuis le début de l'année, l'Observatoire volcanologique de Goma, l'OVG, observe une activité intense du volcan. Un lac de lave a même fait son apparition dans le cratère. Il y a déjà un lac permanent sur le volcan. Et nous allons vivre une situation où le lac de lave va continuer à accumuler la lave à l'intérieur jusqu'à atteindre le niveau critique. Pour le moment, le lac de lave est encore bas, mais le lac de lave est déjà présent dans le cratère central. Ça, c'est une information claire. Malgré l'activité du volcan, l'alerte reste au jaune. Les équipes de l'OVG en profitent pour installer d'autres sismomètres pour une observation plus fine du volcan. Je suis en train de niveler les sismomètres. Donc les sismomètres, c'est ça les capteurs qui doivent enregistrer les tremblements de terre en question. Donc lorsqu'il y a vibration du sol, ça sera enregistré par les sismomètres ici présents, qui doit envoyer à partir de ces câbles les signaux ici à l'appareil qu'on appelle enregistreur ou digitiseur. Observer, mesurer, mais tout en restant vigilant, l'observatoire le rappelle à la population. L'éruption du volcan Nyiragongo le 22 mai dernier avait fait 32 morts et détruit plusieurs centaines de maisons dans la ville de Goma. Au volant de sa moto-taxi, il est à la pointe de la lutte contre le changement climatique au Rwanda. Ce motard de Kigali n'a pourtant rien d'un militant écologiste,
Mais un jour, il a décidé d'amener son engin ici pour le transformer. Et depuis, il revient régulièrement pour recharger ses batteries. Car voilà, sa moto-taxi, vorace en carburant, est désormais électrique. La raison pour laquelle je suis passé à une moto électrique, c'est parce que je voulais m'éviter les coûts de l'essence, qui ne cessent d'augmenter. Et aussi le coût que ça représente, d'aller tout le temps au garage pour l'entretien. Avec une moto électrique, il n'y a presque plus de réparation à faire. Cette entreprise a déjà converti 80 mototaxis, le moyen de transport public le plus répandu à Kigali, et en a mis 200 flambant neuves sur le marché. Pour son patron, la rentabilité à long terme des véhicules électriques est clairement leur meilleur atout. Une batterie électrique peut parcourir jusqu'à 60 km et coûte 900 francs rwandais. Si vous comparez ça avec 1 litre d'essence, il coûte environ 1000 francs rwandais et ne couvre que 35 km. Donc économiquement, c'est avantageux pour les motards. Même si la motivation est avant tout économique, le résultat est là. Ces véhicules électriques participent à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ce projet est financé à la fois par l'ONU et par le gouvernement rwandais, dont l'ambition est de réduire les émissions de dioxyde de carbone de 16% d'ici 2030. Il a levé il y a quelques mois les taxes sur l'importation de véhicules électriques ou hybrides, mais il reste hors de portée pour la grande majorité des habitants. Les autorités misent donc avant tout sur les transports publics. Objectif, convertir 30% des mototaxis d'ici 2030.